vous débutiez. Si M. Deblois veut commencer, avec plaisir. Je n'ai pas demandé à commencer. Donc il faut se mettre comme ça devant le micro. Voilà, il est complètement impossible de résumer en quelques minutes ce que j'ai écrit dans le rapport. Je n'ai pas du tout prévu de le faire. Je l'ai structuré d'une façon peut-être originale, mais pas pour être original, mais pour essayer de se placer en amont et de se demander si véritablement ce sont les bonnes questions qu'on se pose en cherchant simplement un niveau d'efficacité. Je crois que je ne vous apprendrai rien. La gériatrie est une discipline complexe et la maladie d'Alzheimer est une maladie tout à fait polymorphe. Et je pense que le problème est que l'on ne tient peut-être pas compte assez de cela. Donc j'ai fait dans mon rapport une grande partie expliquant un petit peu le problème de la maladie d'Alzheimer, de la difficulté de son diagnostic, des erreurs possibles dans le diagnostic, de l'insuffisance qu'il y avait à caractériser un patient par ce diagnostic, étant donné que les comorbidités augmentent de façon proportionnelle avec l'âge. Donc malheureusement, beaucoup d'études ne prennent pas en compte ce problème-là, puisque souvent les polypathologiques sont exclus des études. Donc là, il y a un biais de recrutement qui me paraît assez gênant pour pouvoir prendre des décisions générales. Puisque justement, quand un médecin est confronté à un patient, eh bien, il doit tenir compte de la polypathologie de ce patient. Et les études, généralement, le prennent fort peu en compte. D'autre part, la maladie évolue de façon progressive, mais peut-être pas si régulière qu'on l'a dit. Il y a des fluctuations d'un malade à l'autre, il y a des fluctuations au cours de la journée. Et je ne vois jamais dans les études de prise en compte de cela. Selon qu'un test neuropsychologique est fait à un moment où le patient sera un petit peu fatigué, un petit peu endormi, etc., il va peut-être pouvoir donner des réponses complètement différentes. Et j'ai l'impression que cela n'a pas du tout été pris en compte. Donc évidemment, de façon globale, quand on compare une population de témoins et la population auquel on donne le médicament, eh bien, les deux populations sont comparables. Pourquoi sont-elles comparables? Pourquoi n'y a-t-il pas de différence visible? C'est parce qu'elles sont toutes les deux complètement hétérogènes. Et quand on regarde de façon un peu précise les niveaux de réponse à un test, on voit une différence absolument majeure. Un test, par exemple, qui va de 0 à 60 points, bien, on va trouver dedans des gens qui ont 10 et d'autres qui ont 50. Donc, évidemment, ce ne sont pas des gens comparables. Alors, dans le groupe témoin comme dans le groupe médicaments, on va voir des gens qui ont l'air d'être les mêmes, mais en fait, ils sont tous complètement différents. Donc, je ne sais pas comment on peut prendre des décisions là-dessus. D'autre part, je pense qu'il y a il est probable qu'il y ait des maladies méconnues qui peuvent interférer avec la maladie d'Alzheimer. Mais la réalisation des essais cliniques est tout à fait difficile en gériatrie, en général à cause de la polypathologie, et spécialement dans la maladie d'Alzheimer à cause des difficultés de recueil du consentement chez des patients qui ont des troubles cognitifs. Donc je pense qu'il faut repartir du départ. La maladie d'Alzheimer a en effet un déficit cholinergique, donc le rationnel pour donner des anticholinergiques est bon. Mais avec un bémol cependant, c'est que le niveau cholinergique varie au cours de la journée. En particulier, il doit être faible pendant la nuit au cours du sommeil profond. Donc on peut se demander s'il est opportun d'augmenter le niveau, enfin de rétablir le niveau, de substituer le déficit de façon permanente. Cela ne semble pas avoir été beaucoup étudié. D'autre part, tout ce que je dis est évidemment subjectif, mais essaie d'être objectif, mais ça a été difficile de faire une synthèse de toute la littérature, des dossiers présentés par les laboratoires en si peu de temps, alors que ce n'est pas mon activité principale. Je dois dire d'ailleurs que je n'ai pas pu m'occuper de l'EBIXA. Donc, en résumé, les données d'efficacité concernant aussi bien le donepezil que la galantamine et la rivastigmine sont, comme cela a été déjà dit plusieurs fois, extrêmement modestes.
En gros, pour parler que de la cognition, c'est 2-3 points supplémentaires à l'ADAS-Cog, enfin, de diminution à l'ADAS-Cog, c'est-à-dire d'amélioration. Donc, évidemment, comme la pertinence clinique, on dit qu'il faut au moins 4 points, ça n'a pas été complètement évalué, mais ça me paraît quand même pas mal de dire 4 points. De façon globale, on ne les atteint pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'hétérogénéité des réponses. Il y a des patients qui vont perdre 10 points à la DAS-COG, et ça aura sans doute une pertinence clinique importante. Donc je pense que la comparaison des anticholinésterasiques ne va pas permettre, en les jugeant de façon globale, de véritablement déterminer leur qualité. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est trouver quels sont les répondeurs. Et malheureusement, la littérature est très maigre là-dessus. Il y a quelques références qui en parlent, qui le discutent, mais je n'ai malheureusement pas trouvé de réponse. Je dois dire que c'est une question que je me pose depuis plus de 10 ans, que j'ai abordée plusieurs fois avec des représentants des laboratoires. Et je m'étonne quand tout ce temps-là, on n'ait pas fait véritablement de progrès sur le sujet. Il y a une autre chose qui me tient à cœur, c'est le problème du sommeil. Je l'ai un peu abordé tout à l'heure avec la vigilance. Je crois quand même qu'il y a des relations avec le sommeil. Je le disais un petit peu tout à l'heure, puisque le niveau cholinergique est évidemment différent entre la journée et la nuit, puisqu'il est bas en sommeil lent et qu'il ne reprend son niveau de jour que pendant les petits épisodes de sommeil paradoxal qui surviennent surtout en fin de nuit. Voilà pour l'efficacité. Pour les effets indésirables, je crois qu'ils sont bien connus sur le plan digestif, que peut-être leur gravité a été sous-estimée parce que avoir des nausées, des vomissements chez une personne âgée, ça conduit à la dénutrition, ça conduit à une altération générale, à une augmentation de la fragilité, à des chutes, et que cela peut être le début d'une pente descendante tout à fait aggravante et que c'est à prendre en compte. Il me semble que beaucoup des effets indésirables sont prévus, sont tout à fait prévisibles du fait du mode d'action du médicament, en particulier les effets digestifs et les effets cardiaques. Et je crois que ce qu'on n'a peut-être pas assez pris en compte, ce sont les interactions médicamenteuses. Moi, je trouve quand même assez frappant de voir que toutes les données de pharmacologie ne sont pas présentes dans les RCP, ou que certaines sont mises en évidence, enfin sont présentées, mais qu'on n'en juge peut-être pas la potentielle gravité. Quand 95% des médicaments liés aux protéines, je crois quand même que ça peut poser des questions d'interaction dans la distribution du médicament. De même au niveau du métabolisme, tout le problème de la variabilité des cytochromes est une source d'interaction tout à fait majeure. J'ai trouvé une publication française, d'ailleurs, de Tabassoli, qui montre bien que les effets indésirables sont expliqués pour peut-être un tiers, au moins, par les interactions. Voilà, donc j'avais peut-être autre chose à dire concernant les effets indésirables, c'est qu'ils me paraissent parfois un petit peu confondus avec la non-efficacité. Et je fais allusion particulièrement aux troubles du comportement, quand on voit que beaucoup de médicaments anticholinésterasiques vont modifier le comportement, parfois dans un sens qui n'est pas favorable. On peut se poser la question de savoir si c'est un effet indésirable ou une insuffisance d'effet du médicament, ou alors une évolution de la maladie, un signe particulier de la maladie. Et je pense que tout cela, dans les quatre molécules, n'a peut-être pas été assez pris en compte. Concernant les effets à long terme, malheureusement, il n'y a quasiment pas d'études au-delà d'un an. Je crois qu'il y a une étude en cours sur 2 ans contre placebo. Ça me paraît vraiment nécessaire. D'autre part, les effets psychosociaux, ce que j'ai appelé effets psychosociaux, je me suis interrogé sur l'effet structurant du traitement qui est beaucoup avancé dans le plan Alzheimer. Malheureusement, je ne sais pas si ce côté-là a été évalué. Je crois qu'il est assez indéniable, c'est très subjectif, que l'introduction des anticholinésterasiques a fait beaucoup pour la prise en compte des malades. Et je crois que, indépendamment de toute évaluation objective, ce paramètre plus psychologique doit être pris en compte.
Voilà. En conclusion, il n'y a rien véritablement de nouveau, à mon avis, malheureusement, on peut le regretter. C'est pour ça que j'ai conclu mon rapport en faisant en suggérant des recommandations aussi bien pour la pratique clinique que pour les médecins qui ne sont peut-être pas assez conscients du manque d'efficacité et de l'importance des effets indésirables. Et je pense qu'il faudrait, je ne sais pas si c'est le rôle de la commission, de vraiment susciter la poursuite de la recherche avec un certain nombre de pistes, donc en particulier la recherche des répondeurs et la prise en compte des facteurs de variabilité. Voilà, je suis à votre disposition. Merci infiniment, Monsieur Deblois, pour cette première présentation, parce qu'ensuite, on va probablement vous poser une grande quantité de questions. Qui souhaite... On va suivre l'ordre. Bien volontiers, merci. Alors, Jean